Mais c'est peut-être que les gens avec qui je grimpe pas assez bien et que ça prend trop longtemps aussi. Je te mettrai en troisième de cordée, hein, Baptiste. Non, le troisième de cordée, tu vois, en fait, c'est ça, c'est dépassé. C'est d'aller bousiller la concurrence. On le sait très bien que tu fais travailler des enfants au Vietnam et tu veux juste faire du fric. Oh putain. Le plus second du game. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Mesdames et mesdames, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast le plus écouté du game, peut-être pas le plus intelligent du game, mais sûrement le plus intéressant du game, le plus 5B à... Ah non, c'était même pas 5B, pardon, c'était le plus 5K à vue avec 52 secs dans la voix, mais faut pas le dire, du game. Bref, bienvenue chez Entre Grimpeurs. Cette semaine, on va s'intéresser aux origines des valeurs de l'escalade. En gros, qu'est-ce qui nous anime le plus profondément dans ce sport? Et pour essayer de répondre à cette question, je serai, comme d'habitude, entouré des 3 mousquetaires, car oui, l'équipe est enfin à nouveau réunie au complet avec le retour de ce cher Amael de la chaîne Abloc. Donc, pour fêter ton retour, mec, je propose que ce soit toi qui commence un petit peu ton actualité, de savoir comment tu vas. Bref, à toi la parole. Eh ben écoute, j'étais pas là ces 2 dernières semaines parce que ouais, la vie fait que des fois il y a des hauts, des bas, des échecs et on apprend. Et en ce moment, je vis une période pas forcément hyper évidente, donc je préfère être transparent parce qu'on est transparent. Je suis entre grimpeurs et que ça sert à rien de vous vendre du rêve quand ça va pas forcément. Mais sinon sur l'actualité qui est plus pro au niveau voilà des projets, des vidéos. Eh ben écoute, on se prépare comme on peut pour le Mont Blanc qui approche vite. Baptiste d'ailleurs en fait partie. Et puis j'ai toujours mon projet avec un petit projet secret qui tourne autour des ambassadeurs que je coach pendant 1 an. Et normalement, d'ici les 2-3 prochains podcasts, je pourrais vous en parler un petit peu plus précisément. Mais voilà, je tease ça, c'est à suivre sur mes réseaux, sur Instagram, Abloc Insta, ou sur la chaîne YouTube Abloc, si vous voulez en savoir plus. Ok, trop stylé. Bah évidemment, vous connaissez la chanson, la petite chanson des influenceurs, quoi. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez-nous des commentaires, y compris vos commentaires. Voilà, qui sont là pour nous titiller un petit peu, vous le savez, on adore ça chez Entre Grimpeurs. Mais on ne sera pas seulement Amael et moi ce soir, on sera également avec Baptiste, que vous connaissez sûrement, cofondateur de Côté Blog, fondateur de la marque d'escalade Nival Climbing. Bref, Baptiste, comment ça va, mec? Bah écoute, ça va super bien, hein. Le premier mois de précommande s'est plutôt bien passé. On est en précommande pour notre nouvelle collection des Gravity X jusque le 22 juin. Et voilà, on est très content. On vient de recevoir aussi les sacs de blocs polyvalents. La version finale, c'est vraiment une dinguerie. On a vraiment réussi à faire un beau produit et on est très fiers de pouvoir le proposer à ceux qui nous suivent et ceux qui nous supportent. Sinon, niveau actualité plus reportage, j'ai plusieurs reportages là, qui arrivent cette semaine. Un avec Fred Vionnet, un coach assez reconnu dans le milieu de l'escalade outdoor. Et qui a bossé depuis plus de 3 ans sur la restructuration d'une grange pour en faire un outil d'entraînement pour les grimpeurs forts, qui grimpent vraiment dans le dur. Quand je dis qu'ils grimpent dans le dur, c'est dans le 8. Ça commence à être dur. Ça commence à piquer un petit peu. Et on va enchaîner le lendemain avec le reportage chez Simon. Voilà. Qui a été connu pour avoir fait des piolets en alpinisme. Ils sont faits en France, donc on va voir un peu la confection dans leur usine qui se trouve à Chamonix. Et on y va dans 2 jours. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc si vous voulez voir les reportages, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube Baptiste Rouge que je suis en train de développer. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les coulisses et les acteurs de la verticalité.
Ok, trop bien, bah pareil, on va évidemment suivre ça de très très près. Et enfin, le dernier acolyte de la team, c'est notre cher Guillaume de la chaîne YouTube Style Alpin qui porte une très jolie casquette ce soir. Comment tu vas, mec? Salut. C'est pas la casquette que j'ai vue chez Non. lui. J'ai ma casquette préférée. Non mais écoute, ça va. Moi en ce moment là sur la chaîne j'ai un peu moins de temps parce que j'ai beaucoup d'articles à écrire pour pas mal de médias différents. Donc je vais pas m'en plaindre, c'est cool, il y a pas mal de sujets, mais c'est vrai que au niveau des vidéos j'ai un peu ralenti, mais pareil comme Baptiste, j'ai la chance d'aller visiter Simon à Chamonix à la fin du mois pour faire une vidéo qui sera plus axée histoire, parce qu'effectivement c'est une marque iconique et pionnière dans l'équipement d'alpinisme. C'était en fait à la base tout simplement la famille de forgerons de Chamonix qui ont commencé à faire du matériel pour la montagne. Et il y a d'autres petits sujets que je vais sûrement réussir à trouver du temps dans les prochaines semaines pour sortir des nouvelles petites vidéos. Ok, trop bien. On accueille évidemment tous nos chers auditeurs qui nous rejoignent sur le live, car pour rappel, ce podcast est enregistré en live directement sur YouTube, sur la chaîne Entre Grimpeurs. Donc, si vous souhaitez participer à l'émission, poser vos questions directement ou nous donner des commentaires et réagir à ce qu'on dit en direct, assister au before et à l'after de cette émission, vous êtes les bienvenus tous les lundis à 18 h. On est prêts? On peut commencer, les gars? Vous êtes chauds? Eh ben de ouf qu'on est prêt. Ouais. Bon, vous m'avez manqué, hein, les gars, je suis chaud bouillant, je suis bouillant. Bah tant mieux. C'est vrai, 2 épisodes sans Amael. Ça, en fait, c'est quand tu commences un truc ensemble, c'est toujours difficile d'enlever, tu vois, une partie qui fait l'identité de la chaîne. Ouais. On espérait te revoir, C'est mais clair. on te souhaite aussi le meilleur. Ouais. Non, ça fait plaisir que tu sois revenu, mec. On est tous très contents. Et par contre, bah c'est pas toi qui commence, ça fait plaisir de vous voir. c'est Baptiste. Donc pour l'instant, t'inquiète, c'est pas encore à toi, mais on te fait signe. Non, on va commencer avec la première rubrique de cette émission, Crashpad et Business, où Baptiste va nous poser la question de comment une marque porte ses valeurs et va aussi nous expliquer quelles sont les valeurs fondatrices de la marque qu'il a fondée, Nival Climbing. Nival Climbing présente Crashpad et Business. Bah écoute Papel, merci de l'introduction. C'est vrai que c'était difficile de parler business quand on parle de valeurs, mais je pense que c'est quand même des choses qui s'accordent aujourd'hui quand tu as envie de monter un projet, quel que ce soit. Peut-être davantage quand tu veux faire une marque qui a de la portée. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé Nival, je me suis quand même bien inspiré des valeurs que j'ai trouvées fondamentales dans l'escalade, avec voilà, la petite expérience que j'avais à l'époque. Et c'est de ça dont je vais vous parler et dont on va parler ensemble. Je pense que c'est un très bon moyen de rebondir ensemble sur les 3 valeurs que je vais vous expliquer. Et on pourra en discuter tout le long de cette chronique. Donc je ne vais pas vous parler de chiffres ni de stratégie marketing, je vais vous parler de ce qui guide Nival depuis le début. 3 valeurs simples mais exigeantes qui viennent de l'escalade. Les gars, vous êtes 3, on va te faire une petite devinette. Chacun, dites-moi une valeur et je vous dis si c'est celle qui correspond à la philosophie et à la plateforme de marque de Nival. Liberté, direct, liberté. Ah là, c'est plus une valeur globale ça, mais ok, Papel, next. Respect. Next. Exigence. Je peux... Oh putain, en fait, ils ont dit il n'y a aucune de ces valeurs que... Non, attends, est-ce que C'est parce que t'as pas de je peux me valeur, reprendre mec. On le sait très Non, bien. Tu non, fais non, mais- travailler des enfants au Vietnam et tu veux juste faire du fric. Oh putain. Faudra pas le mettre au montage, celui-là. C'est Non, quoi, mais- il y a quoi la nouvelle salle de... Non, mais moi quand je parle de respect, je pense que c'est une valeur essentielle et Ouais. qui est fondamentale de Nival sur le respect de l'environnement par exemple. Bah, tu vois, je l'aurais pas formulé avec ces mots-là. Tu vois, les 3 valeurs fondamentales de Nival depuis le début, c'est le dépassement de soi, Authenticité. Authenticité. le partage, dépassement de soi, le partage et l'engagement. Ouais.
Ouais, Donc voilà, ok. je vous propose d'en parler. Parce que c'est beau sur le Ouais. papier, mais il faut savoir les porter jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à démontrer depuis déjà quelques années. Parlons déjà de la première valeur, le dépassement de soi. Nous, on aime se dépasser, tu vois, aller toujours plus loin dans la confection de nos vêtements. C'est aussi accepter, tu vois, de se remettre en question, revoir les produits, avoir des retours parfois difficiles, surtout quand tu débutes, mais de faire mieux à chaque version. Nous, on a choisi de faire des vêtements techniques, donc c'est un chemin beaucoup plus exigeant que ceux qui choisissent de faire une marque plutôt axée sur du lifestyle avec des matières un petit peu plus communes comme le coton. Et tu vois, moi, le parallèle que je faisais dans la grimpe, c'est ne jamais abandonner. Tu vois, c'est toujours c'est ce qu'il a dit, Primal. Bah, tu vois, c'est se battre Ouais. dans un mouvement, le répéter, le dépassement de soi, c'est pas juste une phrase inspirante, tu vois, c'est un effort et c'est vraiment un truc qui drive Nival depuis le début. Pour vous, qu'est-ce que c'est le dépassement de soi en escalade? En escalade ou dans la vie? En escalade. Là, Je pense que l'escalade reflète la vie. Hein. Enfin, Ouais, ok. Ouais, mais je pense qu'il y a un parallèle quand même, tu vois. Pour moi, l'escalade, ça reflète ce que tu es capable de faire aussi dans ta vie de tous les jours. Affronter tes problèmes, tes peurs. Je pense que si t'es pas capable de prendre sur toi ou de te dépasser sur une problématique dans le sport, bah dans la vie, ça sera peut-être plus compliqué aussi, quoi. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi. Dans la vie, dans l'escalade, le dépassement de soi, moi, je dirais, aller dans les trucs que t'aimes pas, mais qu'il faut faire quand même parce que t'as pas trop le choix, quoi. Enfin, si, justement, t'as le choix en vrai. T'as le choix de le faire ou pas, et tu fais le choix d'y aller parce que fondamentalement, c'est ça qu'il faut faire, mais t'as pas envie de le faire, quoi. Bon, après, le dépassement de soi, moi, j'ai plutôt vu comme une manière de ne pas abandonner. Tu vois, quand j'ai commencé l'escalade, j'avais vraiment ce truc où Ouais. j'ai commencé à ressentir le besoin de me battre, tu vois. Tu vois, j'avais jamais fait de sport de ma vie, j'arrive dans un sport qui me plaît, tu as vraiment envie de progresser rapidement. Tu vois, on en a déjà parlé dans nos anciens podcasts. Moi, je voyais les grimpeurs forts qui grimpaient, tu vois, torse nu, bien musclés. Tu vois, moi, j'étais un gringalet de 50 kilos, j'avais envie de devenir comme eux. Donc, ça m'a motivé à me dépasser. Mais tu vois, alors que j'étais un glandeur, j'ai jamais fait de sport. Ouais, je comprends. Mais tu dis ne jamais abandonner, mais est-ce qu'une seule fois, tu t'es posé la question d'abandonner ou pas? Enfin, moi, je sais qu'il y a des fois, c'est difficile, mais pas une seule fois, je me suis dit, est-ce que j'abandonne? Je me suis même jamais posé la question, que ce soit en grimpe ou sur YouTube, tu vois, c'est pareil. Mais je te rejoins de ouf sur ce que tu dis, mais je trouve qu'il y a des gens qui abandonnent facilement. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Je sais pas si c'est inné ou si c'est, c'est en nous ou si on l'apprend, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça dépend pas des domaines de ta vie aussi? Enfin, tu sais, moi, il y a des études où j'ai abandonné, il y a des relations où j'ai abandonné. Je suis pas quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je vais faire mes choix, tu vois. Je vais choisir les domaines dans lesquels je vais me battre et où l'abandon n'est pas une option, tu vois. Mais ouais, il y a des trucs, j'abandonne, mec. Hein. Est-ce que t'abandonnes en ayant tout donné, tu vois, en t'étant dépassé, en étant allé au bout des choses, et là tu te dis, bon bah, il y a un moment, quand ça veut pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais tu vois, sans avoir ce regret, des fois, c'est là où il est le dépassement de soi pour moi. C'est que tu as le droit d'abandonner, tu as le droit d'avoir un échec, mais avant, il faut que tu aies tout mis en œuvre pour pas avoir de regrets. Ouais, avec les études, clairement, non, je serais un énorme menteur. Hein, si je disais que j'avais tout mis en œuvre, c'est juste que ça m'intéressait pas. Et du coup, je pense que c'était pas bête d'abandonner. Enfin, je pense justement que la stupidité, ça aurait été de me dire, je me suis engagé là-dedans, j'abandonne pas. Alors que là, le choix intelligent à faire était effectivement de lâcher ça pour aller faire autre chose, et je le regrette absolument pas. Hein. Et du coup, pour faire un parallèle avec l'escalade, du coup, il y a des projets dans lesquels vous buguez toujours? Non, bah là, le dernier projet en date, tu vois, quand on parle de dépassement de soi, ça va être l'ascension du Mont Blanc, parce que tu vois, techniquement ça ira, mais c'est physiquement, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui a pratiqué, j'ai jamais pratiqué le cardio de ma vie, à part des fois de temps en temps aller jouer au foot, mais sinon j'ai une condition cardiologique très très mauvaise. Donc tu vois, là, je suis mis sur ce travail, je suis en train de faire du trail, je suis en train de faire des randonnées. Là, hier, je ressortais d'un truc 14,5 km, mais
peut-être pour vous c'est rien, mais pour moi j'ai jamais fait cette distance-là. Tu vois, marcher ça me saoule. Je te mettrai en troisième de cordée, hein, Baptiste. Non, mais c'est pas le troisième de cordée, tu vois, en fait c'est ça, c'est dépasser, c'est d'aller bousiller la concurrence. Non, mais ça m'a donné une raison au moins de sortir de ma zone de confort, là comme disait Victor Chipier, toujours sortir de sa zone de confort. Et quand j'ai vu à quel point l'alpinisme pouvait être une belle discipline à pratiquer, il faut que j'ai la caisse et le physique suffisant pour pouvoir apprécier quand même l'ascension. Si c'est pour douiller, autant se dépasser avant, s'entraîner, avoir un bon mindset pour pouvoir venir passer un bon moment. Non, Amel, qu'est-ce que tu penses? Non. Ah, mais moi je me défonce à l'entraînement. Je pense que. Allez, dis que mes scores sont nuls. Dis que mes scores sont nuls. Non, mon timing. Il était nul. Hier, j'étais fatigué. Parce que j'avais enchaîné avec de la falaise la veille. Ah, il commence à trouver les excuses. Ah, tu vois, tu pensais que c'était nul. Amal, c'est la Suisse, il te le dira jamais. Il va dire mais non, mec, t'es un énorme solide. Allez, la solidité. Allez, t'es trop fort. De ouf. Et au fond de moi, je suis là en mode ah, c'est éclaté au sol, le pauvre. Oh, t'es trop fort, vas-y, fonce. Je crois en toi. Écoutez bien ça, là, les ambassadeurs. Écoutez bien. Non, je pense déjà qu'il n'y a pas de. À partir du moment où tu as tout donné, dans quelques domaines que ce soit, il faut pas avoir de regrets. C'est pour ça que je suis très en mode vas-y, fonce, je t'encourage et j'essaie d'être au maximum bienveillant. Des fois, on peut être frustré ou déçu, mais dans l'absolu, si t'es fatigué et que t'as tout donné, il n'y a rien à regretter. Et là, en vrai, ce que Baptiste il fait en trail, moi, ça me choque, mais pas le moins du monde. Bien au contraire, je trouve que vraiment ses perfs, elles sont vraiment très bonnes. Et moi, le premier, je suis pas un trailer. Je commence encore à découvrir ce sport. Je m'y mets de plus en plus, et je pense que on peut en reparler dans 1 an ou dans 2 ans avec les projets que j'ai, où j'aimerais bien faire des courses UTMB. Bon, c'est compliqué, il faut s'y inscrire, mais là, j'aurais plus de recul sur la pratique pour être plus critique sur ce que fait Baptiste. Mais là, au contraire. Et je trouve que il faut qu'on se défonce là, aujourd'hui, et qu'on se dépasse au max, tout pendant qu'on est en sécurité et sur les entraînements, pour que le plaisir, il vienne lors du jour J, que ce soit la compétition ou là, notre objectif de faire le sommet. Si tu attends le dernier moment pour te dépasser, t'as rien compris. En fait, tu vas subir, tu vas pas prendre de plaisir, et le dépassement, il risque de pas avoir lieu parce que tu vas abandonner en disant l'objectif est trop loin, quoi. Je suis trop loin de l'objectif pour réussir, donc non, faut faire des petites étapes, et je suis content de partager ça avec Baptiste et avec Gaëtan, qui sera notre guide et futur guide de haute montagne, et qui vit à Chamonix. Ça va être vraiment génial. Sinon, moi, ce que j'avais dit, exigence, c'est te connaissant, Baptiste, je pense que c'est la même chose en fait. Dépassement de soi. Je pense que ta marque, vu que c'est toi qui la portes, elle a ce côté de toujours aller chercher un objectif, d'aller toujours plus loin, etc. Moi, c'est justement pas forcément quelque chose que j'ai dans ma vie de tous les jours. En fait, j'arrive à me contenter de trucs cool sans aller trop loin. Mais ce qui m'empêche pas dans mon boulot de rendre toujours des trucs. Je pense que c'est pas incompatible non plus, tu vois, de faire des trucs bien, propres, que ça soit dans le boulot ou dans le sport, sans aller chercher forcément la performance, aller dépasser tes objectifs. Je pense que tout dépend des objectifs que tu t'es fixé. Après, le seul truc qui pour moi reste important, c'est de te tenir et de tout faire pour réussir tes objectifs. Mais on n'est pas obligé de toujours se fixer des objectifs, incroyables, enfin par rapport à toi, ta pratique déjà. Mais je respecte tout à fait, hein, c'est vraiment ouf. Moi, c'est vrai que personnellement, je suis moins dans cette optique-là. Je suis plus j'essaye d'analyser ce qu'il me faut pour être bien dans ma vie et dans ma pratique sportive, et de m'amuser et de prendre du plaisir. Et je me contente de ce qui me met bien, sans aller forcément chercher le plus loin, mais voilà. Stylé, c'est bien. Et pour le Mont Blanc, je devais... Ouais. Et pour le Mont Blanc, il se trouve que là, je dois passer 3 semaines à La Rochelle, donc c'est un peu compliqué pour faire du dénivelé, pour m'entraîner, et pour être dispo surtout à la période où on avait pensé le faire. Mais je vais quand même normalement faire une première course d'Alpi aussi cet été, en juillet, avec une connaissance, voilà.
sur des sommets, sur un sommet facile, mais en vanoise, sûrement. Trop bien. Est-ce que Bah, hâte de je suivre pas ça. à la deuxième, parce qu'il y en a trois. Hein, donc la deuxième où on met beaucoup d'intérêt dans Nival, c'est le partage. Parce que l'escalade, c'est un sport individuel, mais fondamentalement communautaire. Et ça, je pense, on l'a déjà dit dans les autres podcasts. Et tu vois, chez Nival, on essaie de garder cet esprit-là. On fait de la co-création avec ceux qui portent nos vêtements. On est transparent sur les prix, les galères, les choix de la prod. Tu vois, on fait de la chaîne YouTube, on montre les coulisses, les vlogs. Et on va toujours plus loin avec tu vois, le dernier projet de l'année dernière qui remonte quand même à la dernière. Le projet Nival Charity que j'ai renommé aujourd'hui Nival Impact pour aller vraiment étendre notre portée sur d'autres actions que la charité. Tu vois. En fait, je trouvais le mot, au début, je le trouvais bien parce que je me disais les grandes marques n'osent plus mettre le mot charité parce qu'ils l'ont tellement enculé ce mot-là que maintenant ils n'osent plus le dire. Et moi, je voulais aller dans l'autre courant. En fait, c'est les gens qui portent vraiment ces valeurs-là de la charité, bah, ils peuvent le mettre. Il faut arrêter de diaboliser ceux qui l'utilisent. Et on l'a prouvé. Mais après, voilà. Je pense que le mindset du projet a évolué et je veux permettre que ça aille toucher d'autres secteurs. Par exemple, aller ouvrir de nouvelles falaises au Vietnam. Tu vois, c'est pas de la charité, ça. C'est juste de l'exploration, on va dire. Voilà, donc c'est toujours dans l'optique de rendre l'escalade accessible à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les mêmes infrastructures que chez nous. Vous, le partage en escalade, qu'est-ce que c'est? Partager des bons moments avec vos amis, vos proches, avec votre binôme, c'est aussi ça. Tu vois, là, samedi, j'étais en falaise avec des abonnés que j'ai rencontrés, avec qui on a sympathisé. Ça va devenir mes bros de la grimpe en falaise. Trop bien. Et voilà, tu vois, il s'appelle Stéphane, il est charcutier. Je lui ai acheté des saucisses. J'ai acheté des saucisses et du pâté en croûte qu'il a fait et je me suis régalé. Tu m'étonnes. Et voilà, c'est ça l'escalade, du partage quoi, du kiff. Pour vous les gars, c'est quoi? De la bonne humeur, de la bonne humeur, de la convivialité et pas de jugement, je trouve. Tu vois, c'est aller parler à tout le monde et tout milieu social. Tu vois, je trouve que l'escalade, ça a ça de force et que les gens se mélangent. Ouais, moi ce que je kiffe là, c'est que les gens, des inconnus random, c'est-à-dire pour le temps d'une séance, tes meilleurs potes quoi, avec qui tu peux vraiment te taper des barres, déconner, t'encourager, te faire kiffer. Ça j'aime bien quand même. Il n'y a pas que dans la grimpe qu'il y a ça, mais on le retrouve quand même vraiment pas mal. Ça c'est un côté très très cool je trouve. Non, moi je préfère plutôt, on va dire, vraiment l'escalade en falaise ou en grande voie quand tu as vraiment le partage dans une cordée. Donc le fait de bien choisir aussi les gens avec qui tu pars, déjà dans un rapport de sécurité, de pouvoir faire confiance à la personne, et puis ensuite forcément de partager une journée en montagne. Voilà, là depuis un peu, là, j'ai commencé à grimper avec ma copine en autonomie, parce qu'on a fait un peu des trucs encadrés pour qu'elle se sente à l'aise de m'assurer et tout, et c'est franchement hyper cool. Là, il y a quelques jours, on a fait une voile à Finale Ligoré au-dessus de la mer Méditerranée, super cool, et franchement, ouais, c'est stylé. Et de toute façon, mais c'était obligé de partager, puisque de base, je parle pas de bloc, vous avez compris que moi, le bloc en salle, c'est pas mon truc, mais du coup, je pars tout le temps du principe que l'escalade, c'est un truc en duo, c'est minimum à deux, puisque faut toujours quelqu'un pour t'assurer, donc de fait, c'est un sport, pour moi, qui est pas un sport justement individuel. Ouais, et puis comme dit Smita, le partage des bières à la fin aussi, bah évidemment. Évidemment. Là, quand tu bivouacs, t'as le petit barbecue à la fin de la journée grimpe, ça boit des caluches, oh, y a rien de mieux. Y a rien de mieux. Aussi importante que les autres, c'est l'engagement. Aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de marques qui parlent d'engagement sans être engagées, tu vois, c'est pas juste poster une photo un peu, voilà, ou adhérer à 1% pour la planète. En fait, moi, c'est pour ça que j'ai jamais fait ça, parce que je trouve quand même assez hypocrite de vouloir faire de la charité, de l'environnement, sans mettre les mains dans le cambouis. En fait, je trouve, voilà, c'est pas ça qui me motive, et que je pense qu'une marque engagée doit s'engager vraiment par elle-même. Moi, ça se traduit évidemment dans les projets qu'on a cités juste avant.
Il y a aussi les fournisseurs, tu vois, depuis le début de Nival, j'ai pas changé de fabricant de tissus, j'ai pas changé d'usine. Tu vois, je suis quelqu'un qui est assez loyal quand des personnes m'ont aidé, quand j'étais, quand Nival n'existait pas. Je me suis noté aussi refuser des compromis sur la qualité ou sur les conditions de fabrication, même si c'est plus rentable. Vous voyez à chaque fois mes productions, mes précommandes. Bon, s'il y a des clients ici, ils le savent peut-être. Il y a toujours eu du retard. Tu vois, j'ai toujours voulu faire une modification et j'ai toujours prêté plus d'attention sur la qualité que sur délivrer le produit le plus rapidement possible et commencer à faire du profit de manière sale. Il y avait ça et être clair aussi sur ce qu'on défend, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et là, on reviendra à un sujet qu'on va peut-être parler plus tard, mais tu vois, sur des sujets un peu plus sociétaux que vous savez, que vous connaissez très très bien et qui sont un peu des sujets d'actualité, mais voilà, il faut savoir prendre des positions et je les prends aussi parce que je suis quelqu'un d'attaché à ce qu'est l'escalade, ce qu'est la pureté de l'escalade, et ça reviendra sur ce que tu as dit comme valeur fondamentale. Je pense que c'est la liberté, mais je trouve que la liberté, elle ne collait pas avec la marque de Nival. Évidemment, tu vois, ça va se battre pour la liberté, mais la liberté, c'est l'escalade en elle-même, c'est pas Nival, tu vois ce que je veux dire. C'est la source, c'est la source d'origine de la grimpe. Donc voilà, les gars, votre avis sur l'engagement. Il y a aussi s'engager sur une voie. Quand on est grimpeur, aller chercher des mouvements un peu difficiles, se sortir les doigts du cul. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me suis engagé là. À Finaler Ligouret, on m'avait dit ça cote plus difficile globalement que sur la falaise à côté de chez moi. Donc j'ai tenté une 5A en me disant j'ai mis que mes dégaines, tu sais, j'ai deux types de dégaines, j'en ai des Black Day qui sont un peu light, tu vois, un peu plus légères, et j'en ai d'autres qui sont normales. Du coup, j'ai mis quasiment que les normales qui sont plus lourdes, en me disant si je dois les laisser, au moins je laisse pas celles qui sont light et qui coûtent un peu plus cher. Et au final, j'ai sorti la voie. Donc je suis content, j'ai pas perdu de dégaine. Et là, je trouve que j'ai engagé. Les points, ils étaient loin des autres? C'est bien. C'est bien, l'Ontario. Il a fait une 5A, c'est bien. Et je dois vous dire que c'était un beau rocher avec des prises avec des trous, là, pas des monodois, faut pas déconner non plus, mais des beaux trous. Par contre, c'était infesté d'insectes et ma meuf, elle m'a dit si jamais tu lâches la prise parce qu'il y a un insecte qui te monte sur le doigt, je te défonce. Donc j'avais pas trop le choix. L'engagement, moi je te rejoins, mec, quand tu parles de qualité. C'est vrai que c'est quelque chose, moi j'ai toujours dit, ce que je veux dans la formation en escalade, là, c'est élever les standards. C'est élever les standards, faire une qualité irréprochable, ce serait peut-être pas le mot parce que c'est compliqué de dire ça, mais en tout cas, vraiment pas chercher à aller au plus vite. Et je veux dire, ceux qui suivent ma formation, ils le voient bien. Personne fait ça en fait, personne t'offre 6 semaines comme ça autant de contenu de formation gratos, où t'as absolument rien à gagner en échange. Et c'est dire les standards que je me mets quand je gagne pas d'argent. Donc là, je suis en train de travailler sur la formation qui sera payante. Et pareil, l'idée c'est, peu importe le temps que ça prend, comme tu dis, c'est pas grave s'il y a des retards. Ça en fait, on s'en fout du moment que t'es plus que fier du produit que tu sors à la fin. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Et moi, l'engagement, je le verrais vraiment au niveau de la communauté, au niveau des gens qui te suivent, qui te font confiance. Parce que c'est très bateau ce que je vais dire, mais mine de rien, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui kiffent ce qu'on fait, il y a des gens qui partagent nos vidéos, il y a des gens qui viennent écouter ce podcast, qui sont là un lundi soir avec nous en live, et c'est absolument incroyable, et on est très, très, très chanceux. Ça, il faut pas l'oublier, je me doute qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir faire ça. Et même si la trend, elle est un peu à dire oui, non mais c'est des efforts, on le doit qu'à nous-mêmes, c'est bon, c'est quand même... on a quand même vraiment beaucoup de chance et je pense qu'on se doit, en tout cas moi je me dois d'être irréprochable envers l'engagement que j'ai envers les gens qui me suivent, quoi. Et particulièrement le jour où je les ferai payer, quoi. Papel, j'adore la formation, je suis à la 2e semaine, merci beaucoup écoute, Iron. Hâte que tu découvres la suite, ça fait plaisir, je te remercie.
On peut passer à la chronique suivante, hein, c'était la fin. Hein. Donc pour conclure, on va dire qu'on va essayer d'appliquer nos valeurs c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on fait, on essaie d'appliquer les valeurs dans le réel. Et c'est aussi ça qu'on veut transmettre par le prisme d'une marque. C'est le dépassement de soi, le partage. Exactement. Et l'engagement. Parce que nous sommes dans le podcast le plus réel du game. Le plus solide du game. Biceps. Entre biceps. Ok, on va pouvoir passer à la rubrique suivante. Alors, à bloc, tu vas nous parler de respect, de dépassement de soi, d'humilité, de pleine conscience, de confiance. Et toi, c'est quoi la valeur la plus importante pour toi dans la grimpe? Espèce d'énorme solide que tu es. À bloc présente prise de bec ou prise de bac. Exactement. Alors on a un peu abordé le sujet avec Baptiste, mais c'est vrai que en fait je me suis rendu compte que derrière le mot valeur, on pouvait mettre plein de choses. Donc je me suis intéressé à chercher un peu de quoi on pouvait parler. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, et je sais pas si vous étiez au courant. Pour le coup, je suis les compétitions depuis quelques années quand même, je me suis aperçu qu'en fait il y avait une charte éthique de l'escalade qui avait été réalisée par un Français. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que vous étiez au courant? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous seriez capable de me donner le grimpeur français qui a réalisé du coup cette charte éthique pour l'escalade? Marc Ménestrel. Je sais pas, comme ça. Alors, chacun son tour, du coup, j'entends Marc Ménestrel, c'est ça, sûr, pour mais Papel. instinctivement, j'aurais dit ça. Guillaume, il va savoir. Ouais, un des deux frères Ménestrel, je dirais aussi. Guillaume se mouille pas. Romain Desgranges. Romain Desgranges pour Baptiste. Alors, roulement de tambour. Et donc, non, c'était effectivement Marc Le Ménestrel. Putain, mais je suis trop fort, c'est un délire, je gagne tout le temps à tous les jeux, je suis trop content. Le mec gagne à tous les jeux. Il y a un moment, je vais plus y croire. Je suis dégoûté. Yes. Je suis dépité. Je me dis, je vais sortir une petite anecdote, une petite question qui sort du chapeau, là, comme ça, il va pas réussir. Bon, alors, je crois que c'est Marc Le Ménestrel. Bah, monsieur premier de la classe, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis trop content. Voilà. Donc, effectivement, c'est Marc Le Ménestrel qui a créé cette charte éthique. Et alors, pour la petite histoire, en fait, il l'a créée au moment où l'escalade cherchait à accéder aux Jeux Olympiques de 2020, du coup à Tokyo. Et donc, en fait, il a questionné en fait bon nombre de grimpeurs pour savoir un peu quels mots on pouvait mettre derrière les valeurs de l'escalade. Et en fait, on se rend compte que il y a une infinité de visions de l'escalade, et donc il y a autant de visions qu'il y a de grimpeurs. Et donc c'est pour ça que je voulais vous poser tout bêtement cette question, même si on l'a déjà un peu vu avec Baptiste, de savoir quelle était pour vous la valeur essentielle lorsque vous grimpez ou dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous mettez en place, ou qu'est-ce qui régit un peu votre mode de fonctionnement? Je vais me permettre de commencer. C'est la liberté. Alors, franchement, s'il y a quelque chose pour lequel j'ai envie d'aller dans une direction, c'est pour aller chercher la liberté, et dans le sens la plus pure qu'elle soit. Je ne pense pas qu'on arriverait en tant qu'humain à trouver une liberté pure, mais on peut se rapprocher, tu vois. Il y a plusieurs libertés qui existent, et je pense qu'une fois que tu arrives à débloquer chacune de ces libertés, tu peux te rapprocher de la vraie liberté, et celle qui pourrait s'apparenter au bonheur. Tu vois, une fois que on va parler de l'argent, tu vois, une fois que tu as la liberté financière, tu n'as plus besoin de penser à ça. Tu t'enlèves déjà une chaîne, une grosse chaîne. La liberté géographique, pouvoir se déplacer. Donc on est en France, on a la chance de faire partie du top 5 des passeports les plus puissants, tu vois, on peut voyager partout. Donc c'est déjà, tu vois, une liberté énorme que l'on a par rapport à d'autres pays, comme je pense au Vietnam, où ils sont avant-dernier du classement, je crois, il me semble. Il y a aussi la liberté de penser. Bon, même si en France, il y a encore quelques questionnements à avoir sur ce sujet-là, les personnes plus ou moins bien câblées peuvent quand même réfléchir par eux-mêmes et avoir un opinion sur
sur les choses, alors qu'il y a d'autres pays qui sont quand même endoctrinés depuis qu'ils sont gamins. Et après, bon, il y a plusieurs d'autres exemples de liberté, mais voilà, c'est arrivé à compléter un petit peu le panel de liberté pour atteindre cet objectif-là. Moi, je te rejoins pensez, complètement. Je te rejoins à fond là-dessus. Ouais, je pense que c'est vraiment le truc principal, surtout que, encore une fois, dans le prisme de sport de nature, c'est la valeur fondamentale, c'est-à-dire de plus que liberté, c'est le fait de pouvoir être dehors et de te confronter à la nature. Je sais pas si c'est vraiment une valeur, mais le fait de ça te permet de pratiquer quelque chose que t'apprécies, pas forcément être dans le... Parce que se reconnecter à la nature, tu pourrais juste aller faire du survivalisme dans la forêt, mais ça a une connotation aussi un peu d'inconfort. Je pense que la valeur de liberté de l'escalade, elle est dans le fait de pouvoir aller explorer des coins qui sont super beaux, en pratiquant en plus une activité que t'aimes bien. Et ça, je pense que par rapport au fait d'être enfermé dans une salle pour pratiquer un sport, tu vois, je trouve que les sports de nature offrent ça, qui est vraiment le plus important, je pense. Moi, il y a un mot aussi que j'aime bien mettre. Je vous rejoins totalement sur la liberté et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Avoir la capacité de décision, de faire ce qu'on veut, quand on le veut et avec qui on le veut. Ça a pas de prix. Mais je pense que la deuxième valeur, en tout cas, qui moi revient beaucoup dans ma personnalité, c'est l'engagement. Tu vois, c'est aussi avoir la liberté, c'est bien, mais s'engager avec les gens avec qui tu travailles, dans les projets de vie que tu veux mettre en place. Je trouve que je suis quelqu'un qui est assez droit dans ces choses. Si je dis oui, ça va être oui. Si je dis non, c'est non. Et peut-être, c'est peut-être. Mais pas être flou envers soi-même et pas être flou envers les autres. Tu vois, c'est un truc. Ouais. C'est. Moi, plus que ça, je dirais plus que l'escalade, c'est liberté et responsabilité. Et autant la liberté dans la société actuelle, c'est la valeur... Enfin, c'est bizarre parce qu'à la fois, c'est la valeur que tout le monde réclame, mais en même temps, on se met aussi beaucoup de barrières sur plein de sujets. Mais le problème, c'est que la liberté vient pas sans la responsabilité. Et par contre, la responsabilité, je pense que c'est une valeur qui se perd beaucoup dans toutes les sphères de la société. Et en escalade, si t'es pas responsable, la conséquence est tout de suite très grave. Si t'es pas responsable du fait d'assumer ta sécurité, d'assumer la sécurité de ton ou tes partenaires, tout de suite, ça se paye directement le prix fort. Donc je pense que l'escalade te permet te offre de la liberté, mais t'oblige à la responsabilité. Et la responsabilité, c'est quasiment vu, en tout cas de mon point de vue, comme un gros mot aujourd'hui. Sauf que s'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'escalade. Ouais, c'est clair. Moi, je suis assez d'accord avec l'humilité aussi. Mais plus que l'engagement, tu vois, parce que moi, le mot d'engagement, je le trouve un peu flou, tu vois. Il est un peu... parce que comme disait Baptiste, ça se met à toutes les sauces. Oui, on est une marque engagée. Ça veut dire quoi? T'as changé ton logo pour le mettre avec des couleurs un peu plus vertes? Pour moi, c'est engagé dans sa parole. Donc, c'est à partir du moment où tu dis quelque chose, tu vas au bout des choses. Mais c'est plus en ce sens-là, tu vois. Et donc, ça rejoint vraiment cette valeur de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Je trouve que peut-être, est-ce que c'est la société de consommation qui... Moi, je préfère le mot responsabilité que engagé. Pour moi, il est trop connoté d'un truc qui est devenu malheureusement un peu bullshit. Parce qu'il y a plein de gens... Il y a plein de gens qui disent je m'engage, on est engagé, mais c'est du vent en fait. Ouais, alors que responsabilité, tu ne l'entends plus, t'entends plus personne dire nous, si t'as éco-responsable, tu vois, mais oui, c'est du branding, après tu dis ça reste en surface. C'est vrai que exactement, je pense que c'est la responsable, mais pas coupable. On fait derrière et comment on amène les choses. Mais je pense qu'il faut bien justifier et en tout cas, je pense qu'on se rejoint tous sur le fait d'être engagé ou d'être responsable. En tout cas, c'est une certaine confiance qu'on donne en l'autre, dans nos communautés, par exemple dans nos projets, dans nos produits, dans nos marques ou envers les grimpeurs avec qui on peut partager, quoi. Ouais. Moi, j'aurais dit humilité parce qu'on grimpe. T'as beau des fois avoir l'impression que tu progresses, que tu peux être un peu chaud. Il y a toujours un truc qui va te remettre à ta place et te rappeler que t'as encore beaucoup de travail et de progrès à faire, quoi. Mais sans arrêt. Tu vois, par exemple, en falaise, ça va, je suis pas trop mauvais.
Si tu te surestimes, Mais, tu vas tout de suite passer pour Tu un me mets con. dans une salle de bloc moderne avec des coordos, des run and jump, des machins, mais je suis nul, mais vraiment profondément nul, quoi. Sur tous ces trucs-là, et j'aime pas ça en plus. Et du coup, je les travaille pas, parce que bon, ça va pas me faire grimper plus fort en falaise, hein, donc je préfère aller faire du pan. Mais voilà, t'as toujours un truc qui va te remettre à ta place, mais même dans, je sais pas, une code que tu maîtrises, des fois tu peux être remis à ta place parce que t'as été un peu présomptueux. Je te parlais la dernière fois du CETA où je suis tombé comme un débile sous le relais, où j'ai attrapé la chaîne, mais parce que sur le dernier mètre, j'ai pensé que c'était gagné, je me suis un peu précipité, je suis tombé, j'ai accroché la chaîne, quoi. Donc comme quoi... Et on est. Ouais. Ouais. Non, mais comme tu dis, c'est-à-dire que des fois, tu te penses arriver, tu vois, t'étais à la chaîne, Hein? et en fait, bah non, tu vois, finalement, tu tombes, et ça me fait penser exactement à ça, où il y a un bloc où c'est normalement largement dans mes compétences, c'est un 7B+, et en fait, j'ai fait peut-être 50 runs, et je suis à 1 cm d'aller chercher la bonne arquée qui fait que c'est salvateur, et tu sors du bloc. Et du coup, t'es si proche et à la fois si loin, Ouais. et là, tu te prends le petit taquet derrière la tête, qui te fait bien mal, et tu te dis, bon, bah écoute, ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pas pour demain, et je vais peut-être rester à ma place, et ça va bien se passer, quoi. Tu m'étonnes. Mais ouais, effectivement, des fois, je pense qu'il faut être capable de relativiser, et comme tu dis, des fois, tu penses arriver à la chaîne, clipper le relais, dire j'ai fini mon projet, et en fait, bah, Ouais. t'es pas à l'abri de... Ah non. Il y a toujours un truc pour te remettre à ta place, hein. Toujours un truc. Donc ouais, faut être humble en grimpe. Que ce soit avec toi-même, avec les autres, avec la voix, faut rester humble. Et en plus, c'est chiant, hein. Un mec qui se la pète, c'est pas des gens avec qui c'est très agréable de grimper en général. Même. Et est-ce que c'est une bonne valeur de crier quand tu grimpes? Ça dépend. Moi, dehors, je gueule s'il y a personne. Enfin, et si c'est dur, évidemment, mais je crie. Par contre, s'il y a des gens ou que je suis en intérieur, je crie pas. Et il faut vraiment que ce soit dur. Je suis plutôt quelqu'un qui grimpe silencieusement. Mais ouais, des fois, quand je sais que le move, il va être dur, que je le connais, je hurle un coup, tu vois, mais fort. Ah ouais. Et après, je suis un pro pour balancer des jurons le long de la voie quand c'est dur. Ou dire des conneries, mais vraiment des conneries que je pourrais pas dire là en enregistrant un truc. Mais par contre, ouais, non, quand il y a des gens, c'est chiant. Moi, je déteste entendre les gens crier. On censurera, t'inquiète, Papel. On censurera. Non, je vais m'auto-censurer. Mais ouais, bref, ouais, non, les gens qui crient, c'est chiant. Mais après, s'il y a personne, tu t'en fous, enfin. Non, mais je te rejoins. Moi, en falaise, je suis quelqu'un qui crie beaucoup. Ouais. Pour extérioriser ma peur, pour être dans l'engagement. En salle, par contre, ça sera jamais. Mais c'est vrai que t'es au pied de la falaise, tu te dis, mais c'est qui ce débile qui hurle à la mort sur chaque mot? Ouais. Mais non. Alors que je suis quelqu'un de très calme, hein, de nature et pas. Mais ouais, quand je suis sur le rocher, c'est autre chose. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et puis après, moi, j'aime beaucoup commenter ce que je fais pendant que je grimpe. Genre, en fait, si tu veux, je trouve ça extrêmement chiant de regarder quelqu'un grimper. Enfin, quelqu'un de lambda, je trouve ça très très chiant de le regarder grimper quand j'assure ou quoi. Du coup, je fais le spectacle. Mais je te jure, genre, les gens qui sont en bas, quand je me mets un peu dans ce rôle-là, ils se tapent des barres, je fais du commentary, je raconte des conneries, n'importe quoi. Et j'aime trop faire ça. Si un jour on grimpe ensemble, vous allez tout de suite comprendre de quoi je voulais parler. Parce qu'il faut un peu l'avoir vécu pour voir, mais ouais, tout le long je raconte des conneries. Enfin, ça, j'aime beaucoup. Faire le commentary de ma grimpe, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment juste pour que les gens qui sont en bas, ils se fassent pas chier pendant que je grimpe, quoi. Parce que moi, les gens qui grimpent, je trouve ça chiant pendant que j'attends mon tour, quoi. Mais c'est peut-être que les gens avec qui je grimpent pas assez bien et que ça prend trop longtemps aussi. Si vous écoutez ça, big up les gars. Les merguez du Tu dimanche. grimpes avec des gens chiants, c'est tout ce que j'ai retenu. Non, ils sont pas chiants. J'adore les gens avec qui je grimpe. Mais voilà, regardez quelqu'un grimper. Bref.
Ah, ça dépend qui c'est. Autre sujet. Yes. Ok, rubrique suivante. Ok, vous aviez un petit truc à rajouter les gars sur les valeurs ou on passe à la dernière rubrique? Enfin, la rubrique de Guillaume, vieille latte et grandes aventures, qui va nous parler des débuts, des valeurs de l'alpinisme et comment aujourd'hui nous avons tout perdu. Style Alpin présente Vieille latte et grandes aventures. Non, alors en fait je voulais plus ouvrir le débat sur le fait que j'entends souvent que les valeurs de l'alpinisme et de l'escalade sportive sont un peu opposées, et j'entends souvent des gens me dire oui mais l'alpinisme c'était un sport élitiste où seule la conquête du sommet prévaut, et donc le style on s'en fout, et puis le respect de la nature on s'en fout aussi. Et moi je pense que cette vision-là elle est un peu trop binaire, même si ça peut recouvrir une certaine réalité. Je trouve que c'est un peu trop binaire, et pour moi il y a aussi beaucoup d'élitisme dans l'escalade, et aussi beaucoup plus de valeurs communément admises comme des valeurs de bienveillance, etc. aussi dans l'alpinisme. En fait, tout part du fait que l'alpinisme au départ c'était vraiment atteindre le sommet. On s'en fout vraiment de la route, on s'en fout vraiment de la manière avec laquelle on l'atteint. Le but c'est d'arriver au sommet. Les premières ascensions, elles avaient pour but, elles avaient un but scientifique, et aussi c'était un nouveau passe-temps, un nouveau sport inventé par des aristocrates ou des bourgeois anglais. Donc c'est sûr que c'était pas un sport forcément stylistique dès le tout début. Et puis ensuite il y a eu dans la première partie, jusque dans les années 60 et la naissance de l'escalade sportive, beaucoup d'ascensions qui ont été faites. Alors il y a eu le style expéditionnaire en Himalaya, avec vraiment on conquit le sommet pour poser le drapeau de notre pays, puisque c'était des expéditions à connotation nationale dans un contexte de guerre froide après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est sûr qu'il fallait que chaque pays ait son 8000, c'était un petit peu le nouvel horizon d'exploration, et il fallait arriver là les premiers. Et dans les Alpes, pour franchir des itinéraires vraiment difficiles, il y a eu beaucoup recours à l'escalade artificielle dont je vous avais déjà parlé pas mal, avec des pitons, des étriers, et puis aussi à un moment, à partir des années 50-60, on a vu apparaître des pitons à expansion qui ont là posé un grand débat, puisque là il s'agissait en fait de forer un trou directement dans une dalle complètement lisse pour y foutre un piton. En fait c'est la méthode d'équipement encore utilisée aujourd'hui quand on doit équiper une falaise, et c'est la méthode utilisée pour fixer des spits, mais c'est vrai que dans des voies d'alpinisme en montagne, jusqu'à l'invention de ce procédé, on essayait de placer les pitons dans les fissures, dans les trous, dans ce que offrait le rocher quand même, pour permettre de poser des points. Donc là on est arrivé à un moment où si la montagne n'offre pas de prise pour notre technique, on creuse un trou et on y met un piton qui reste là du coup indéfiniment. Et donc il y a eu beaucoup ce côté, quand l'escalade sportive est née aussi, c'était un moment où la contre-culture était assez présente, avec des valeurs plus de bienveillance, de partage, d'ouverture, et qui du coup devait contraster avec le vieux monde, un peu ouais on a conquis une montagne, etc. Mais moi je pense qu'en fait c'est pas forcément à opposer totalement, puisque dès les débuts de l'escalade sportive il y a quand même eu cette volonté de repousser le niveau maximal, et qui est inhérente de toute façon à n'importe quel sport. Donc faire un procès d'élitisme et de manque de style à l'alpinisme, ou en tout cas dire que l'alpinisme c'est juste d'aller arriver au sommet en se foutant du style avec lequel on grimpe, pour moi c'est pas forcément tout à fait juste. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà entendu justement ce truc là de dire que l'alpinisme ça a des valeurs plus on va dire conservatrices, de conquête, de pas forcément respecter l'environnement, et que l'escalade a exactement les mêmes valeurs, a exactement des valeurs opposées à ça, alors que moi je pense qu'il y a des valeurs, il y a des choses qui se recoupent dans les deux mondes. Bah ouais, moi je pense aussi. C'était plus à l'ancienne, non? Un peu ce que tu décris.
Non, mais je veux dire le fait par exemple de dire ok, l'alpinisme c'est vraiment de conquérir le sommet, quand l'escalade c'est vraiment centré sur la manière avec laquelle tu vas atteindre une voie, et d'ailleurs le sommet n'est pas une fin en soi. J'ai même entendu des discours qui disaient que la redescente était même plus intéressante que la montée, puisque la montée et le sommet pouvaient être considérés comme des choses un peu voilà, un peu trop comment dire, Ouais. porteuses de pas de violence mais de dureté, quoi. Ouais, faut grimper, faut arriver en haut, etc. On dirait que Baptiste dirait un trop plein justement d'exigence ou de dépassement de soi. Je pense que je Qu'est-ce que vous connais en pensez de pas ça? assez l'alpinisme pour avoir un avis là-dessus. Bah, mais- moi, je pense que ça se regroupe. Déjà, l'escalade, pour moi, fait partie inhérente de l'alpinisme. Même si l'escalade, pour moi, c'est une partie de ce qu'on pourrait intégrer dans l'alpinisme. Pour... Moi, je te parle de l'escalade libre qui, du coup, s'est construit quand même un peu en opposition avec le style de l'escalade alpine, c'est-à-dire en montagne, en disant, nous, non, faut pas du tout utiliser de moyens de progression, il faut juste se servir des prises. Ouais, je sais pas, parce que pour moi, il y a tellement de manières de pratiquer les deux sports aujourd'hui. Et on a notre vision très européanisée de la chose, mais si tu vas aux États-Unis, c'est aussi pratiqué différemment. Si on va en Afrique du Sud, c'est pratiqué différemment. Et si on va en Asie, c'est pratiqué différemment. Donc j'avoue que j'ai du mal à me positionner, à savoir vraiment quoi en penser. Après, je pense que ce soit la manière ou le sommet, dans les deux cas, il y a plein de manières d'aller chercher son objectif. Donc moi, je sais pas. Tout en sachant qu'il y avait déjà des débats à l'époque, hein, quand ces méthodes sont apparues. Est-ce que c'est justement dans les valeurs de la montagne d'artificialiser les voies à outrance? Donc le débat des valeurs s'est posé en fait tout au long de l'histoire de l'alpinisme. Et de toute façon, aujourd'hui, même l'alpinisme ne s'envisage plus dans les modalités qui étaient celles d'il y a 70 ans, dans le sens où voilà, équiper un maximum les voies, c'est plus forcément dans l'esprit du temps. On utilise aussi des coinceurs ou des moyens de protection qui n'abîment pas le rocher. Donc voilà, je trouvais juste intéressant de remettre en perspective qu'il y a eu quand même toujours ce débat sur les valeurs. Moi, ça me fait penser aussi au rugby, où il y a toujours ce débat sur les valeurs. Il y a des puristes des valeurs, il y en a qui disent qu'il faudrait évoluer. C'est toujours qu'est-ce que tu regroupes dans les valeurs. Quand tu lis, il y avait même un groupe d'humoristes qui publiait des choses plutôt sur le rugby, qui avait fait les valeurs avec un petit, tu sais, le C copyright déposé, pour dire que en fait les valeurs d'un sport c'est quasiment un truc immuable, mais personne sait les définir en fait, c'est les valeurs. Mais c'est comme un groupement de trucs que tout le monde brandit pour s'ils sont pas d'accord avec une évolution ou une régression de la pratique, mais en fait personne sait ce que ça regroupe vraiment, les valeurs. Baptiste, t'avais un truc à dire là-dessus? Par exemple, toi, est-ce que Attends, j'ai pas trop compris là quand tu disais l'alpinisme, ils peuvent se permettre de déglinguer la nature. Qu'est-ce que tu entendais par... Non, j'ai pas dit qu'ils peuvent se permettre de déglinguer la nature. C'est plus dans la culture, tu vas dire? Je disais, non, c'est une des ce qui a poussé aussi la naissance de l'escalade libre, ou par exemple de l'invention par les Américains du Yosemite, des coins, enfin même par les Anglais, par certains groupes de grimpeurs qui trouvaient que perforer le rocher à gogo quand on n'arrivait pas pour forcer un passage, c'était pas dans les valeurs de la pratique, et donc il fallait trouver des moyens plus soft, soit avec déjà des protections qui n'abîmaient pas le rocher, ou même plus extrême, des mecs qui se sont dit non, faut grimper même sans protection, et puis finalement des gens qui se sont dit l'escalade libre, en fait c'est de n'utiliser que les prises du rocher et ne plus avoir recours à du matériel artificiel en fait. Ah bah je crois que l'escalade c'est bien inspiré de prendre de l'artificiel pour aller faire les voies, hein. Ça pose aussi plein de problèmes au niveau de l'environnement, tu vois, avec la nidification de certaines espèces d'oiseaux. Je sais qu'aujourd'hui, c'était aussi un sujet au Vietnam quand on allait ouvrir des nouvelles falaises, c'est que c'était une réserve naturelle. Donc tu peux pas faire ce que tu veux, il faut avoir les autorisations.
C'est toujours problématique. Hein. Après, je pense qu'on a Oui, voilà, mais c'est du rocher où il y a pas d'animaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce que je voulais dire. C'est pas pareil. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est que poser l'escalade comme un remède au fait que l'alpinisme dérangerait les milieux naturels, les glaciers, etc., que la présence humaine ferait du mal à la nature, puisque l'objectif de l'alpinisme, c'est d'arriver au sommet et de ne pas forcément se préoccuper de la voie. Attention, c'est pas ce que je pense moi, hein, je vous dis ce que j'ai pu entendre ou ce que certains discours véhiculent, mais finalement l'escalade, il faut bien équiper des sites si tu veux pratiquer l'escalade de façon sportive, et l'équipement des sites, j'ai vu aussi là dernièrement que la fermeture d'une falaise dans le sud de la France, pour des raisons justement de nidification d'oiseaux, créer un débat en fait entre écologistes et grimpeurs qui parfois se recoupent. Mais du coup, qu'est-ce qui gagne, ta fibre écologique ou ta fibre de grimpeur? C'est une question Je pense délicate. que si c'est un site qui a déjà été poncé, tu vois là, parce que je dis ça, parce que tu vois, je grimpe sur Annecy et quasiment tout est patiné. Je pense que c'est des sites qu'on pourrait fermer pour aller en ouvrir d'autres. Ouais, je suis d'accord avec toi, mec. Bon, j'avoue, là, j'ai eu cette réflexion-là comme ça, j'y ai pas réfléchi, je suis pas intéressé à ce sujet, j'ai pas étudié, mais je sais pas, peut-être que les sites qui ont été trop utilisés, c'est peut-être une bonne idée. Non, mais c'est intéressant. Ça pourrait effectivement être un truc de se dire que si c'est trop patiné, en fait, il n'y a même plus forcément d'intérêt pour la grimpe, et donc ça serait des sites qu'il faudrait rendre la nature, en fait. C'est ouf. Après, c'est cool, là j'étais dans un site patiné, là, à la Grande Jeanne, c'était la première fois, et j'ai grimpé pieds nus. Ouais, j'ai vu ta story. C'était cool. Ouais, c'est fun à faire. C'est fun. Je suis pas un grand fan, mais à faire de temps en temps, c'est fun. Il faut une voix qui s'y prête, quoi. Ok. Non, mais après, c'était... Voilà, je voulais juste remettre un peu de perspective là-dessus, mais en tout cas, je pense que les valeurs au sens global et sans forcément les définir, des fois, ça peut être un peu bullshit, tant que je pense que tu as une pratique qui est respectueuse du milieu qui t'accueille, et que tu es respectueux aussi de l'histoire, des gens qui ont précédé, qui ont ouvert la voie, etc. Et surtout du matériel qui est en place et des gens qui entretiennent les sites, que ce soit en alpinisme ou en falaise. Je pense que c'est le plus important. Et il ne faut pas forcément aller se réclamer de certaines valeurs plus hautes, de valeurs morales. Ça reste du sport, et tant qu'on se comporte de façon justement responsable et adulte, pour moi, il n'y a pas trop de problème. Tout à fait. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire, les gars, ou on clôture cet épisode? Ben non, écoute... Est-ce qu'on dirait pas chacun une valeur qu'on n'a pas citée depuis le début et qui nous fait penser à l'escalade? Ouais, si je... Vas-y. Ouais. Commencez, je réfléchis. Non, on commence et on réfléchit. On a dit, on les a toutes dit, non? Dépassement de soi, humilité, persévérance. Oui, mais voilà, allez, faut pas. T'en as dit une, persévérance. Ouais, mais persévérance dans des Ouais, c'est un passements. synonyme de dépassement. Ok, je la garde. Allez, persévérance. Car quand tu penses que c'est impossible, finalement, c'est possible. Moi, j'en ai une qu'on n'a pas citée. Pleine conscience. Pleine conscience de ton environnement, de ta grimpe, voilà. C'est pas une valeur, c'est un état d'esprit. Ouais, mais ça peut faire partie des valeurs. Non, c'est pas une valeur, la pleine conscience, mec. Non, mais Amael, il a été faire un stage chez un chaman, là, il a découvert la pleine conscience, donc voilà. Il fait brûler de l'encens. Ouais. Il réaligne ses chakras, Amel, en ce moment. Ça, c'est une bonne question. L'acceptation, ça compte ou pas? L'acceptation? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux. Oui, acceptation, c'est un peu comme persévérance. Savoir accepter de... Ouais, non, ça revient avec humilité, non? Savoir accepter de ne pas pouvoir aller plus haut parfois. C'est pas exactement pareil qu'humilité. Par contre, Victor, il y a une bonne question. Tiens, vous préférez quoi comme type de rocher, comme type de roche? Le grès. Calcaire. Le calcaire? J'aime pas le calcaire, frère. Je kiffe le calcaire.
des vraies prises franches, des roches. Enfin, c'est la beauté du caillou quand c'est pas quand c'est pas. Mais ça patine trop vite. À chaque fois que j'ai Vietnam, grimpé. gros, c'était dingue hein, le calcaire au Vietnam. Gros. Ah ouais. T'avais de ces trucs, ouais, c'est des y a pas beaucoup de trafic, donc t'as du vrai beau calcaire. Hein. C'est pour ça que je kiffe le calcaire de base. Mais c'est vrai qu'en France, à chaque fois, dans une falaise où il y a du calcaire, c'est patiné as fuck. Mais t'imagines la même falaise avec avec les belles prises, tout ça, les arquets, les petites réglettes. Après le grès, j'aime pas parce que je glisse et comme je suis petit, j'aime pas avoir. Enfin, j'ai besoin de bons appuis. Et le fait que ça soit un peu sableux, je suis pas trop fan. Ouais. Ah, moi j'aime bien le grès. Ouais. Moi j'aime bien le grès. Après, moi, la roche que j'ai vraiment l'habitude de grimper, c'est le basalte. Mais en fait, le problème du basalte, c'est qu'en fonction de comment plutôt du temps que ça a mis à refroidir, parce que pour ceux qui connaissent rien en géologie, du basalte, si on vulgarise, c'est de la lave qui a refroidi, quoi. C'est une roche volcanique et en fonction du temps, enfin de la chaleur qu'a eu l'éruption, du temps que ça a mis à refroidir, bref, ça peut aussi bien te faire une bête de roche qu'une roche mais nulle à chier quoi. Donc, moi j'aime bien parce que ça fait des belles fissures le basalte. En fait ça te fait des belles écailles, des belles fissures. Donc ça je trouve ça trop cool à remonter. Et après des fois c'est juste pourri. Mais le grès, c'est cool quand même. Ah, le grès, j'aime bien. Toi, Guillaume, t'as une roche préférée? Moi, j'ai pas assez grimpé de rochers différents pour avoir préféré. Ah, ok. Bon, bah écoutez, messieurs, sur ce, je pense qu'on peut conclure cet épisode. À tous nos éditeurs, merci d'être restés jusqu'ici. On espère évidemment que cet épisode, comme tous les autres, vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Pensez à vous abonner, à nous donner votre avis en commentaire. Si vous nous écoutez en replay sur Spotify, pensez s'il vous plaît à nous mettre 5 étoiles. J'ai vu qu'il y a un ou deux rageux, une ou deux rageuses qui sont allés nous mettre 0 étoile pour faire